Déjà, c'est un sujet qui nous a fait, enfin, qu'on affectionne particulièrement. C'est vrai que nous, on a grandi avec ces films-là de gangsters et en parlant des films qu'on avait envie de faire, les films de gangsters, c'était un peu une envie et une priorité. Et puis se dire voilà, de se dire qu'on pouvait suivre un mec en marge de la société, c'était intéressant et en même temps, ça ne demandait pas beaucoup de moyens. 2013 d'écriture, on commence à tourner des images du court-métrage. Et puis on commence à monter une bande-annonce qui a pas mal buzzé sur les réseaux. Les gens nous demandaient mais qu'est-ce que c'est, ça sort quand? À partir de là, on s'est dit bah on va le développer, on va tourner d'autres scènes. On a notamment développé l'intrigue et la partie avec son gamin, son frère. Et puis de là, on a eu un montage qui faisait 30 minutes et c'est à partir de là qu'on a pu trouver des financements et tourner le film. Et ça, c'était en 2014. Donc ça a pris jusqu'à aujourd'hui 4 ans. On a fait les choses comme ça et quand on n'a pas d'argent, ça prend beaucoup de temps parce que après il a fallu faire la post-prod, faire travailler des compositeurs, on a passé des mois avec eux. Puis on a commencé à avoir des festivals en France en 2015. Après coup, on a eu Manchester, c'était en 2016. Mars 2016. Et grâce à Manchester, on a eu un article dans Le Point, ce qui fait qu'un distributeur nous a contactés. Et quand on n'a pas d'argent, qu'on commence comme ça un petit peu à l'envers, c'est plus long. On a voulu aller plus vite, mais au final, on a mis plus de temps. Ça se passe dans la rue, donc déjà on avait cette envie de tourner dans des décors urbains. En extérieur, de jour, il n'y a pas besoin de lumière, donc ça nous plaisait voilà, d'être au milieu des gens, parce que la vie était là, quoi. Nous on venait sur place. Et dans les intérieurs, c'est tout de suite compliqué, il faut éclairer, on est un peu limité, on ne peut pas vraiment se déplacer comme on veut, donc finalement on se sentait beaucoup plus à l'aise dehors. Et puis en intérieur, il faut souvent payer, tu vois, pour louer, aussi, ouais. pour réserver, pour privatiser. Et c'est vrai que, de toute façon, notre envie première, c'était de faire des images. Et la street, visuellement, c'est graphique. Il y avait quelque chose qui nous plaît énormément dans la rue, plus que les intérieurs. Effectivement, on avait des références comme Pusher de Nicolas Winding Refn. Et puis on trouvait que ça collait au sujet. On voulait faire quelque chose de réaliste. Et en même temps, filmer à l'épaule, ça permet d'être très souple en tournage. On peut faire une prise là, après on enchaîne là. Enfin, à chaque fois, le fait de poser un pied, de la lumière, ça enferme et tout de suite, ça crée une mise en scène. Donc pour nous, dès le départ, on savait que ce serait filmé à l'épaule, tout le temps, avec des courtes focales, très proches du comédien pour vraiment être avec lui dans son intimité. Puis c'est surtout la courte focale qui donne un côté on documentaire. Voulait tout voir, quoi, essayer de dire voilà, on est dans la rue, c'est comme ça. Et en même temps, on avait une volonté esthétique de soigner leurs costumes, comment ils sont habillés. Pareil, dans les décors, on essayait de trouver des endroits avec des graffitis, des trucs voilà, vraiment qui claquent à l'image. Donc on a essayé d'apporter beaucoup de style, tout en étant très réaliste. J'ai pas le souvenir qu'on ait eu des problèmes à faire certaines scènes. Sauf peut-être une scène qu'on a dû faire en 2 nuits, parce que on n'avait pas fini et le jour commençait à se lever. Et on avait mis, on avait mis du sang et tout partout. Il y avait des éclats de verre, c'était une scène de meurtre. Et arrivé le lendemain pour refaire la scène, il se trouve qu'il y a les flics en blouse blanche et tout. Il y avait la police scientifique le matin
Et comme on utilisait aussi du vrai sang, que le mec des FX, il avait été chercher chez le boucher, il le mélangeait avec d'autres produits, bref, il faisait sa tambouille. Et donc il faisait en plus des tests, donc il y avait des éclats sur des murs, des vitres cassées, donc il y avait plein de débris de verre. Et le matin, en passant, les mecs ils étaient là à faire des prélèvements et tout. On a attendu, le soir on est revenu. Et là, les flics sont venus, au même endroit, tu sais. au même endroit. Et ils nous ont dit ouais, mais vous étiez là vous hier? Et nous non. Pas du tout. C'est pas nous. Et au final, ils ont compris que si, ils se sont dit bon, c'est bon, c'était juste des gugus qui s'amusaient à faire un film. Il y a eu ça aussi, on a tourné une scène de braquage dans un Franprix. Et les flics sont arrivés en mode. Ils pensaient que c'était un vrai braquage, donc ils ont braqué les braqueurs. Et on a dit non, non, c'est un tournage et tout. Ils ont fait ah bon, ok, bon, ils sont repartis comme si de rien. Et puis il y a la fameuse scène du T-Max. Et ouais, la fameuse scène du T-Max. Donc on a nos acteurs qui vont buter un type et qui sortent d'un bistrot. Ils montent sur le scooter, ils démarrent à fond. Et là, derrière eux, on voit une voiture banalisée qui fonce. Et c'était les flics encore. Et donc là, pareil, on fait des grands gestes, des grands signes. Et coup de bol, ils ont vu que c'était un tournage parce qu'ils nous ont dit après coup, là, normalement, on les percute direct. Quand on voit des types comme ça calibrés, on ne réfléchit pas. Donc vous avez eu beaucoup de chance. Nous, on a eu très peur. Et puis après, pareil, ils ont dit bon, bah, bon tournage, ils sont partis. Bah, c'est compliqué à dire, mais j'ai l'impression que voilà, on avait des influences, des références, et puis voilà, c'est notre sensibilité. On s'était dit, voilà, on veut faire un film de gangster, mais qui a une dimension film d'auteur très intimiste. On avait l'impression que ça s'était jamais fait en France. Et voilà, c'était notre point de vue, notre vision. J'ai l'impression qu'on l'a fait un peu à l'instinct. On ne s'est pas posé 10 000 questions, tiens, ça serait bien de faire ça. Pour nous, c'était clair que ça devait être comme ça. Donc il fallait que ce soit à l'épaule. Il fallait beaucoup filmer la nuit aussi parce qu'on voulait que ça soit un film sombre. Et le personnage, pour nous, c'était un petit peu un loup solitaire, un peu perdu, égoïste. Qui agissait au jour le jour que pour sa gueule, quoi, et la logique de ses intérêts. Il est un peu en quête de lumière, c'est-à-dire que lui, de toute façon, il a une vie très sombre finalement. C'est le deal, c'est la prison, il est toujours comme ça, un peu ballotté de droite à gauche, entre les flics, les autres caïds. Et on s'imagine qu'il a pas eu un passé facile. Bah, on a un chef-op déjà qui cadre, qui est Blaise Badevant. Et comment on filme à deux on se partage les tâches. Donc Fab, il va s'occuper de certaines choses, moi d'autres choses. Par exemple, je sais que au moniteur, moi je regarde ce qui se passe le plus proche, quoi, au premier plan. Et Kevin, il a un œil, il voit tout, mais des trucs, des fois, je me demande comment il fait pour les voir. C'est-à-dire que lui, il regarde tout ce qui se passe autour pour que ça fasse vrai. C'est-à-dire qu'il me dise pas, ouais, non, là, le mec, au fond, il est là, il attend, ça se voit. Alors que moi, je l'avais pas vu. C'est vrai que moi, je concentre mon regard vraiment sur ce qui se passe au premier plan et Kevin, plus au second plan, tout ce qui contribue aussi au réel de la scène. Donc déjà, il y a ça. Après, Kevin est beaucoup dans les costumes, le choix des couleurs, la direction artistique un petit peu. Et Fab, c'est plus les cadres, le choix des cadres. Et moi, je vais être plus sur comment la caméra bouge, à quel moment il faut se rapprocher du personnage, est-ce que là, on est de face ou de dos. Donc finalement, on est très complémentaires. Et depuis le début, on fonctionne comme ça. Donc Et après, pour la post-prod, Fab, au niveau du montage, il aime bien commencer le montage et dire faut prendre ça et le mettre là. Et moi, j'aime bien fignoler.
Tu vois, les petits détails, toujours me dire, tiens, là, il faudra enlever 1 ou 2 images. Et là, tu me rajoutes une image parce que je sais que ça va bien coller. Et la jonction se fera parfaitement. Pareil pour le son. Il va me dire, tu vois, je pense qu'il faut ce genre de son-là. Et par la suite, moi, je vais rester plus longtemps en studio avec les compositeurs pour essayer de trouver le petit son qui va faire la différence. Donc, on est hyper complémentaires au final. Je dirais pas juste le rapport du mec de banlieue et les femmes, tu vois, genre, c'est un peu réducteur parce que ils sont tous différents. Je pense plus le rapport de ce genre de personnes avec des nanas. Tu vois, des Sam, t'en as partout, que ce soit en banlieue ou dans le 8e. En vrai, des Sam, j'en connais des bourgeois comme des Kaira. Et donc, c'est plutôt un style de personnage. Mais c'est vrai que Irréversible, ça a été une vraie claque pour nous quand on était plus jeunes. Et donc, ça fait partie de nos références. Puis en plus, il y a Jo que nous, on adorait, on idolâtrait en sportif et on a connu, en comédien dans Irréversible, la scène avec Monica Bellucci. Et c'est vrai on avait cette envie de faire une scène un peu similaire. C'est un type qui vit au jour le jour, quoi. Il pense jamais aux conséquences de ses actes. Et donc là, bon bah voilà, il croise cette nana. Il y a peut-être des pulsions, des trucs qui viennent en lui. Et donc après, il l'agresse. Puis après, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je pars en couille. Donc voilà, on voulait le mettre dans ces situations un peu où limite, toujours être dans la limite. Parce que ouais, on se disait, ouais, il y a des types comme ça qui vrillent des fois, et après coup, ils se disent, mais c'était pas moi, je sais pas. Donc nous, on trouvait ça intéressant à cette époque de se dire, ouais, notre gars, On trouvait ça intéressant, et puis c'était même du vécu, parce que plus jeune, on en côtoyait des gars comme ça. Hein, Fab? Mais c'est vraiment comme ça, on le voit même dans le cinéma américain, c'est toujours comme ça. Là, c'est vrai que la voyoucratie, c'est un milieu d'hommes, quoi. Bah, on voulait dépeindre un monde sombre, violent. On s'est pas dit, voilà, la place des femmes, ça sera comme ça. C'est juste que ça nous paraissait, en tout cas, évident dans ce film. La voyoucratie, c'est un monde d'hommes. Voilà, donc les femmes sont victimes. Son ex, finalement, elle est un peu victime de lui parce que peut-être qu'elle le kiffait. Et au final, elle se rend compte qu'il se fout un peu de sa gueule. Elle se retrouve avec le gamin sur le dos, voilà. Donc elle est victime de lui. Et après, voilà, on s'est pas dit ça sera la place de la femme qui sera comme ça. C'est juste que ça nous paraissait être comme ça dans ce milieu. Et puis il y a un truc, c'est que c'est difficilement crédible de mettre une nana dans ce milieu-là. Ça peut vite paraître un peu démago, tu vois. Bah, la famille, c'est un repère. C'est quelque chose de solide. Pour lui, voilà, c'est le moyen de se rattacher. C'est l'autre bord, quoi. C'est-à-dire qu'il a la rue, le business, la violence. C'est-à-dire qu'il doit toujours un peu se battre pour sa place, pour gagner sa vie, pour être respecté. Mais c'est épuisant. Et quand il se dit bon, je retourne chez mon frère, c'est peut-être là j'ai envie de m'en sortir, je veux plus de tout ça. Donc c'est vraiment son point de repère. Un gamin, il peut vite s'attacher à toi, tu vois, t'as pas besoin de raconter la première fois qu'on se voit, le machin, et je suis ton père. En vrai, une relation avec un enfant, ça peut vite se construire. Et c'est ça qu'on a aussi voulu montrer dans le film. Et tu vois comment ça se construit petit à petit, on a essayé en tout cas. On s'imaginait que finalement lui avait perdu son père très jeune, que du coup il n'avait pas eu de repère, c'est le cas de le dire, et que ça l'avait profondément blessé, et que du coup, finalement quand il voyait ce gamin, ça le renvoyait à ça, et il se disait, bah, finalement si moi je joue pas mon rôle, il va devenir comme moi, et comme j'aime pas ma vie, je veux pas qu'il ait ça. Donc tout de suite, le lien paternel venait à lui, quoi, sans qu'il fasse rien.
Et c'est ça qui le poussait finalement à revenir du bon côté. Et à se dire, ouais, lui, je peux le sauver. Pierre Abou, qu'on connaissait parce qu'on avait fait un stage sur un tournage d'Alexandre Arcadi quand on était en école de cinéma. On commençait à chercher un comédien justement pour jouer le rôle de Sam. Et il nous a dit ah bah là je rentre de tournage, j'étais avec un mec qui s'appelle Salim Keshouch, il est extraordinaire, il faudrait que vous le rencontriez. Et, et vous verrez. Et première fois on le rencontre et coup de foudre artistique. Salim il est énorme, et puis on a plein d'atomes crochus, on s'entend super bien. Et puis on sent qu'on peut travailler ensemble, qu'on a envie. Et puis avec Salim c'est parti comme ça et vraiment ça a été la base de Voyecratie. Et les autres comédiens, ils sont venus petit à petit, où ils se sont rendus compte que le projet était un peu sérieux. Et t'as par exemple Hichem Yacoubi, qui avait entendu parler du film, et tout de suite il a envoyé un message à Fabrice sur les réseaux, en lui disant j'ai entendu parler de Voyecratie, je veux en faire partie. Et de là, Fab a écrit un rôle pour Hichem parce que... Ouais, c'est vraiment la rencontre avec qui a créé le rôle. Parce que comme au départ c'était un court-métrage, bon, il y avait le personnage de Sam, et après il y avait un décor autour. Mais il n'y avait pas de lien entre chaque personnage, tout ça c'est venu plus tard. Et on disait, c'est vrai, Hichem, il est plus âgé que Salim, il se ressemble un peu, plutôt que d'en faire un énième caïd, au contraire, ça va être l'autre versant. Ça va être son grand frère, ça va être lui qui va le tirer un peu vers la rédemption. Et donc on en a beaucoup discuté, on s'est dit tiens, il serait garagiste, il pourrait lui filer un coup de main. Et en même temps... Puis le fait qu'il soit garagiste, ça lui permettait peut-être de prendre une voiture. Donc on l'a créé comme ça, et c'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça avec tous les acteurs, même Abel Jaffry qui nous a rejoints assez tard. Il a apporté énormément dans ce personnage du caïd, avec comme ça un côté un peu sournois. Finalement, il n'avait pas besoin d'être un gros caïd qui fait peur, puisqu'il avait des types avec lui pour ça. Donc on s'est dit, ouais, ça va être l'inverse. Et pour Jo, c'était une envie artistique. On a eu toujours envie de travailler avec Jo, et puis là, tu vois, quand tu as des mecs comme ça qui sont chauds sur ton projet, tu peux que te donner à fond, parce que quand tu as un Hichem Yacoubi que tu as vu, je sais pas moi, dans Un Prophète, il est énorme, et le mec t'envoie un message, tu dis bah ouais, je vais lui écrire un rôle. Et pareil pour Abel, c'est un mec qu'on suivait depuis un moment, on échangeait beaucoup, mais on n'avait pas trouvé le rôle qui le mettrait en valeur et tout. Et finalement, on s'est dit putain, faut pas le louper, tu vois. Ou les jeunes comédiens comme Eddie Bouchnava, qui est incroyable, Elsa Madeleine et Asdin Kassri. Je trouve que c'est un nouveau genre de comédien français, et je pense que dans quelques années, ils vont tout péter, quoi.